Donc on va parler de voitures connectées. Il n'était pas inscrit sur le programme, mais donc je vous le représente, Franck Gauthier du CITC de Lille, qui va m'accompagner pour parler de voitures connectées et pour vous parler du futur de la voiture. Petite question pour démarrer, qui a une voiture à lui? Ok, quasiment tout le monde. Pas une voiture partagée, pas une voiture pour le couple, une voiture à lui. Parce que probablement qu'à la fin de cette présentation, vous aurez l'idée d'en faire différemment. On va vous parler donc d'abord de chiffres pour bien comprendre ce que c'est le marché de la voiture connectée, puis on va dérouler tout ce marché-là et on va même aboutir au fait que peut-être qu'à l'avenir, vous ne conduirez plus vous-même votre voiture. Alors, plus ou moins, et c'est une moyenne, en général, on passe tous au moins 6h30 dans sa voiture à conduire chaque semaine. Et c'est encore plus vrai, et c'est certainement un chiffre qui grossit quand vous habitez en région parisienne. Et ce que prévoient les analystes, et en l'occurrence c'est Gartner qui prévoit ça, c'est qu'en 2020, on aura une quantité absolument monstrueuse de voitures connectées. 220 millions de voitures connectées d'ici 5 ans. Et ça sera presque la moitié du parc roulant. Ce qui laisse la possibilité d'envisager tout un tas d'applications et de services autour de ces voitures qui maintenant sont munies de capteurs, de technologies de connectivité et qui permettent de rendre de l'information au réseau pendant que vous l'utilisez. Une idée de chiffre, même si je ne sais pas si vous êtes habitué à compter en trilliards, mais moi j'ai un peu du mal encore. Mais, donc la voiture connectée, le marché de la voiture connectée représente 2,3 trilliards dans les 5 prochaines années. Et ces 5 ans, c'est quand même pas beaucoup, et 2,3 trilliards, c'est beaucoup. L'idée, c'est que le hardware plus le software, en fait, on va ajouter beaucoup de valeur dans les voitures actuelles. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir simplement de la mécanique bête, on va ajouter toute une couche de hard et de soft. Et donc, nos voitures, dans le futur, auront une valeur apportée par cette technique qui sera vraiment très importante et qui est estimée à plus de 150 milliards dans 5 ans. Mais l'idée, c'est quoi? C'est qu'est-ce qu'on ajoute, Franck, dans une voiture pour qu'elle prenne de la valeur? C'est quoi? C'est les capteurs, mais les capteurs, ça vaut pas très cher, a priori. Alors, il y a énormément d'électronique dans les voitures actuelles et ça sera de plus en plus. Pour vous donner une idée, dans 1 tonne de broyat de voiture, donc une fois que votre voiture ne sert plus à rien, qu'elle a été complètement broyée, il y a plus d'or que dans 1 tonne de minerai d'or. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, déjà, il y a tellement d'électronique dans votre voiture que ça devient extrêmement intéressant de recycler. Donc, beaucoup d'électronique et beaucoup d'informatique embarquée, de systèmes embarqués, et de plus en plus. Et donc le software, c'est le software qui permet de faire fonctionner les systèmes embarqués? Oui, tout à fait, parce que comme l'a dit très justement Gérard Berry dans une de ses conférences intitulée « Pourquoi et comment le monde devient numérique », tout devient numérique, y compris l'électronique. Et donc aujourd'hui, il n'y a quasiment plus aucun système électronique qui ne repose pas sur une partie firmware et donc une partie informatique embarquée. Et donc l'informatique se retrouve de plus en plus un peu partout. Et donc, a fortiori, également dans votre véhicule. D'accord. Alors, malgré tout ça, j'ai cherché un petit peu pour préparer cette conférence, et il se trouve qu'il y a moins de la moitié des gens qui ont entendu parler de la voiture connectée. Et pourtant, il y a fort peu de chances qu'on ait tous, dans l'assistance au moins, il y ait une bonne partie qui est une voiture moderne et qui est donc une forme de connectivité dans la voiture. Qui a une voiture de moins de 4 ans à peu près? Donc tout cela, vous avez forcément un port USB, peut-être un écran, c'est le cas? Ouais.
Et vous, vous avez évidemment, si vous êtes là, tous entendu parler de la voiture connectée. Et donc, vous êtes dans la partie inverse de cela, mais 44%, c'est quand même une part énorme de gens qui sont pas encore touchés par ce principe-là. Et c'est un peu ça qu'on va essayer de creuser dans la suite de la présentation, c'est de dire qu'est-ce qui se passe une fois qu'on a une connectivité qui est maintenant, qui va progresser extrêmement rapidement. Qu'est-ce qu'on fait de cette connectivité et comment on la met à profit. Donc, tous les gens qui ont entendu, comme vous, parler de la voiture connectée, en général, ils plébiscitent des fonctions assez basiques, finalement, qui est le streaming de la musique. Qui pratique ça quotidiennement quand il prend sa voiture, d'utiliser la musique qu'il a sur son téléphone pour mettre en voiture. Ouais, donc quasiment, je vous vois typiquement lever la main, mais moi je vois que quasiment tous, vous avez levé la main. Donc il y en a à peu près 70%. Ceux qui ont entendu parler de voiture connectée, ils se disent aussi que ça serait hyper pratique d'être prévenu avant des embouteillages ou des accidents. Donc ça, c'est ce que fait déjà les applications comme Coyote. Donc c'est des choses qu'on installe sur son téléphone et puis qui nous permettent de nous prévenir à l'avance de ce qui va se produire sur notre chemin. On a aussi la consultation du web en voiture. Ça, c'est un peu curieux, parce qu'on se dit que c'est pas forcément, la voiture n'est pas forcément le lieu pour geeker. Non, surtout si on est en train de rouler sur l'autoroute, évidemment. Et c'est la raison pour laquelle des OS comme Google Auto essayent d'introduire en fait un certain nombre de limites dans ce qui peut être affiché à l'écran pour réduire au maximum la charge d'attention du conducteur. Mais c'est une demande, hein, et je pense qu'on ne pourra pas y couper. Donc demain, tu penses que les limites, les barrières, c'est-à-dire qu'actuellement c'est quoi? C'est un sensor, quand la voiture est en mouvement, on coupe ça existait il y a quelques années avec la télévision, les premières voitures qui permettaient de regarder la télévision sur l'écran du GPS. Dès qu'on bougeait, dès que la voiture était en mouvement, ça coupait la télé. C'est le même principe? C'est sur Google Auto, c'est le même principe. Dès lors qu'on est on est en route, il y a un certain nombre de fonctionnalités qui sont plus accessibles. Mais le problème ne se limite pas au volant et ne se limite pas évidemment à l'écran embarqué. Aux États-Unis, il a été reconnu qu'une très grande partie des accidents est due au phénomène du texting au volant. Donc de toute façon, si on interdit aux gens de regarder l'écran dans leur voiture, ils regarderont l'écran de leur smartphone, hein, de toute façon. Je ne vais pas vous demander qui envoie des textos au volant, parce que vous êtes filmé, ça pourrait être un problème. Il y a pas mal de gens aussi qui plébiscitent toutes les fonctions d'assistance active à la conduite. Ces choses qui détectent si vous êtes fatigué, si vous endormez, si vous êtes moins attentif, si vous n'avez pas mis votre ceinture. Enfin, le bip de ceinture, c'est presque le premier système d'assistance active. Oui, tout à fait. Les systèmes qui vont surveiller les pertes d'attention, l'endormissement, c'est vraiment quelque chose sur lequel il y a une recherche aujourd'hui. Je crois qu'il y a un fabricant, je me demande si c'est pas LG, qui a des caméras qui sont capables de détecter justement, grâce à l'analyse vidéo des paupières, les premiers signes de l'endormissement. C'est vraiment, je dirais, ici on n'est pas du tout dans le smart living, l'application confort. Il y a vraiment un plus ici. Et on pourrait même envisager qu'à l'avenir, les assureurs demandent, par exemple, ou proposent une réduction d'assurance, une réduction de police pour les gens qui ont ce type de dispositif dans la voiture. Et enfin, peut-être la chose la plus évidente, c'est probablement tout le divertissement et le multimédia embarqué. Alors ça sert a priori pas aux chauffeurs, mais à tous ces passagers. Et ça permet, j'imagine, d'occuper les enfants pendant les trajets. Je ne sais pas qui est-ce qui a déjà fait 1000 km avec 3 enfants derrière. Ou même 2, hein, s'ils sont en forme. Alors, personnellement, même si je ne vois pas l'écran qui est derrière, le fait que les enfants restent tranquilles en les regardant, ça m'aide beaucoup. Donc indirectement, ça aide beaucoup le chauffeur. C'est ça. Et l'idée, c'est, pour appréhender, pour finir avec des chiffres et la taille du marché, l'idée, c'est comment est-ce qu'on appréhende la taille du marché de la voiture connectée? Est-ce que c'est les voitures qui sont
conçue et produite avec une connectivité embarquée, ou est-ce que ça peut s'ajouter après coup sur des voitures un peu plus anciennes? Moi, j'ai une voiture qui a plus de 10 ans, où il n'y a forcément aucune forme de connectivité. Est-ce que ça s'ajoute? Voilà. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les véhicules connectés, c'est quelque chose qu'on fait déjà depuis longtemps. Et avant que les constructeurs automobiles ne commencent à intégrer ces fonctions-là en sortie d'usine. Donc il y a un certain nombre d'acteurs qui se sont positionnés sur ce type d'équipement depuis bien longtemps. On en installe sur les camions, sur les camionnettes. Et petit à petit, ces équipements sont arrivés sur le segment des voitures personnelles, grâce notamment à la prise OBD. Alors je ne sais pas si vous savez tous ce que c'est que la prise OBD, ça vous dit quelque chose? Oui, il y a des hochements de tête. Il n'y a pas beaucoup de mains qui... Bon, en gros, c'est la petite prise de diagnostic. Hein. C'est le sésame que votre garagiste utilise aujourd'hui pour savoir quand votre voiture est malade, est-ce qu'elle a. Vous accédez en fait tout simplement au bus scan de votre véhicule. Vous accédez à tous les calculateurs. Et c'est là que vous allez pouvoir commencer à interroger les calculateurs les uns après les autres pour savoir s'il y a un code d'erreur particulier. Il se trouve que sur ce bus scan et via l'interface OBD, vous avez accès également à plein d'informations utiles comme la vitesse, la consommation moyenne, la consommation instantanée, les régimes moteurs, enfin toutes ces choses-là. Et depuis que cette prise est devenue et s'est généralisée sur les modèles de voitures, eh bien, il est devenu assez facile pour un particulier d'acheter son petit tracker GPS qui va juste brancher sur l'OBD. Donc il n'y a plus besoin d'un installateur. Avant, il fallait un installateur parce qu'il fallait couper des fils. Et donc il valait mieux le faire par un installateur sous peine de perdre toutes les garanties. Alors ce type de boîtier, il y en a un certain nombre. Je pense notamment au boîtier XI. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler du boîtier XI, ça vous dit quelque chose? Ça s'écrit XEE. Voilà, c'est ça. Alors j'en parle parce que c'est un petit peu le candidat, enfin c'est l'entreprise du Nord, comme nous au CITC. Ils sont à Lille, comme nous, ils sont adhérents du CITC, en fait. Hein. Nous sommes une structure associative. Et donc ils produisent un petit boîtier qui se branche sur le port OBD et qui rend toutes ces informations-là sur le smartphone. Exactement. Et donc après, vous allez avoir accès à toutes ces informations en ligne via votre smartphone et vous allez pouvoir réaliser pas mal de choses. Voir si les portes sont ouvertes, avoir un système de géofencing, par exemple. Lorsque votre voiture quitte un certain périmètre, vous recevez une petite notification. C'est pratique ça. Si ma voiture s'en va sans moi, voilà. Prévenez-moi. Exactement. Ou alors vous voulez savoir quand votre femme revient avec la voiture. Il va y avoir plein de choses intéressantes à faire avec. C'est déjà une information en soi. Voilà. Et donc voilà, donc c'est un petit boîtier. En plus, il est ouvert, donc il y a possibilité via une API de développer ses propres applications. Donc c'est très intéressant. Alors ils ne sont pas les seuls à avoir développé ce genre de petit boîtier, mais le leur est vraiment, il cible vraiment les particuliers. Pour des boîtiers un peu plus pro, il y a des sociétés pas très loin d'ici comme Ercogener à Saumur, Mobile Devices Ingénierie à Paris, Carlink à Rennes. Donc en France, on ne manque pas d'acteurs dans ce secteur-là qui est un peu précurseur en fait, du véhicule connecté. Alors justement, c'est une très bonne transition parce que j'en finis avec les chiffres et l'idée c'est de regarder et de voir qu'en fait, là où on a la plus grosse croissance dans les équipements, en fait, c'est tous les services finalement qui se développent autour de cette captation de données de la voiture. Et finalement, c'est pas tant le matériel que tous les services qui vont autour qui apportent l'essentiel de la croissance de ce secteur-là. En ce sens, on retrouve les mêmes schémas que dans l'Internet des objets, en fait. Hein. La valeur, elle est dans la donnée, l'exploitation de la donnée et les services qui vont reposer sur ces données.
Et on voit aussi que, évidemment, c'est un phénomène mondial et que c'est pas cantonné ni aux pays développés, même s'ils sont légèrement en avance de phase parce qu'ils ont les moyens de s'équiper, mais que c'est un phénomène qui touche absolument tous les marchés et que l'Asie est évidemment bien placée parce qu'il y a beaucoup de véhicules et que c'est un marché encore d'équipement en termes de véhicules et que donc ils vont acheter des véhicules qui sont déjà équipés, hardware ready du point de vue de la connectivité. Tout à fait. On parle un peu de services, justement. On a beaucoup parlé, avant d'arriver, de tous ces services-là ensemble. Et je voudrais que tu nous passes un petit peu en revue tous les types de services qu'on peut trouver. Parce que l'éco-conduite, qui est la première que j'ai écrite là, c'est probablement celle à laquelle on pense tout de suite. Qui est, voilà, je vais avoir des conseils sur faut rouler un petit peu plus doucement, etc. Mais finalement, il y a tout un tas de services liés à la voiture connectée. Tu peux nous faire un petit passage en revue des quelques-uns que j'ai mis là ? Alors, donc effectivement, l'éco-conduite, qu'on va retrouver également sur le boîtier XI. Tout ce qui est sécurité active, on parlait tout à l'heure de détection de l'endormissement. Ouais. Un système qui existe depuis très longtemps sur la plupart des voitures, c'est détecter que vous n'avez pas enclenché votre ceinture de sécurité. Mais il y a plein d'autres dispositifs qui vont être assez rapidement disponibles sur les véhicules de particuliers, comme par exemple la mesure en temps réel de la pression des pneus, puisque de plus en plus les pneus sont équipés de capteurs de pression, capteurs de température et également de tags RFID. Alors je ne sais pas si ça vous parle, RFID, si. Ceux qui étaient dans ma conférence hier, ils doivent savoir. Normalement, ils sont incollables sur le RFID normalement. Alors, en quoi c'est intéressant d'avoir des tags RFID ? Ça va vous permettre d'identifier le pneu, de connaître ses caractéristiques, de savoir depuis combien de temps il est monté sur la voiture, et éventuellement d'envoyer une alerte. Voilà, votre pneu, il a 40 000 km, il serait peut-être temps de le changer. Alors, les alarmes personnelles, on en parlait tout à l'heure. Typiquement, alarme géofencing, la voiture rentre ou sort d'un périmètre. Alarme ouverture d'une porte ou tout simplement démarrage. On a démarré votre voiture. Le PASU Drive, voilà. C'est aussi un truc assez intéressant. J'ai lu cette semaine que c'est Direct Assurance qui lance U-Drive et qui est un système où ils vous fournissent en échange, à la signature du contrat, un petit boîtier qui se branche sur ce port OBD. Et alors, c'est limité aux jeunes conducteurs et aux gens qui ont moins de 7 ans de permis. Ouais. Et ils vous appliquent le tarif moins 50% si vous avez un certain nombre de points qui sont déterminés en fonction de votre rythme de conduite, en tout cas des à-coups, etc. Donc en fait, si on conduit doucement et que l'assureur peut vérifier ça grâce au boîtier, du coup, je paye moins cher. Puis le pay as you drive, c'est aussi, on est facturé en fonction du kilométrage. C'est ça. Alors, c'est quelque chose qui n'est pas très courante ici en France, mais qui existe depuis pas mal de temps déjà en Angleterre. Le Pay as you drive comme Direct Assurance, c'est quelque chose qui est ciblé vers les jeunes conducteurs. C'est un boîtier comme le boîtier XI qui vient se connecter sur le port OBD avec accéléromètre, et également capteur GPS. Mais avec le Pay as you drive, on peut aller plus loin. On peut même faire une facturation détaillée. Par exemple, on peut imaginer, parce que les assureurs, en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que leur métier, ces gens-là, c'est les risques. Donc, ils sont capables de travailler sur des modèles de risque extrêmement évolués. Et ils vont pouvoir vous dire, conduire le vendredi soir de 3h du matin à 7h du matin dans telle zone, c'est un risque de autant. Alors, après, on peut faire une facturation détaillée où, lorsque vous allez vous déplacer dans cette période de la semaine, eh bien, les kilomètres vont vous coûter plus cher en assurance que lorsque vous vous baladez le dimanche après-midi. Et donc après, vous recevez vraiment une facture détaillée. C'est ce que vous allez trouver en Grande-Bretagne. L'assurance, les assureurs vont vraiment être un acteur extrêmement moteur
dans le véhicule connecté. Il y a fort à parier également qu'ils seront assez friands de la possibilité de fusionner des données qui viennent de différentes sources. Smartphone, voiture, tout ce qui peut les aider à construire des modèles de risque évolués, précis, tout ce qui peut les aider à bien catégoriser les chauffeurs, les conducteurs, et même éventuellement à réévaluer régulièrement à quelle catégorie les gens appartiennent. Tout ça, c'est quelque chose qu'ils vont vouloir faire. Et ce qu'ils voudront faire également, c'est faire un marketing ciblé, par exemple, vers des gens pour leur envoyer des propositions pour, entre guillemets, débaucher des bons conducteurs. Des nouveaux conducteurs qui sont des bons conducteurs. En gros, séparer le bon grain de l'ivraie. Et ça, c'est quelque chose que les assureurs vont vouloir faire à un moment ou à un autre. Ça, on peut en être sûr. Alors, ça, c'est un petit peu coercitif, une manière d'obliger les conducteurs, mais il y a une manière un peu plus intéressante de visualiser ça, c'est plus la maintenance prédictive, dans le sens où on aidera la personne à ne pas tomber en panne au bord de la route, mais à revenir au garage avant que quelque chose ne se produise. Oui. Alors, c'est quelque chose qui va se développer également. À Lille, on a également une petite start-up qui s'appelle Way Connect, qui travaille sur des services de cette nature. Être capable de voir les signes précurseurs d'une panne, tout simplement également uniquement avec le nombre de kilomètres au compteur des pneus. Envoyer une alerte et être capable de pusher des offres de garage qui se trouvent autour de chez vous pour changer les 4 pneus qui correspondent à votre véhicule. C'est le type de service que Way Connect va essayer de mettre en place. Alors, un use case sur lequel on va passer assez vite, parce que tout le monde le connaît maintenant grâce à Blablacar, c'est l'autopartage. Ouais. Mais l'autopartage, on prend un passager dans le cas de Blablacar, et on peut aussi imaginer de complètement prêter sa voiture avec la sécurité qu'elle contient des capteurs qui vous permettent de garder le lien avec votre voiture, quoi qu'il en soit. Voilà. Et en fait, ici, on voit que la techno, c'est un facilitateur. C'est-à-dire qu'on aurait un peu de mal à prêter sa voiture à un inconnu si on n'avait pas l'assurance qu'on va pouvoir voir ce qu'il fait plus ou moins avec la voiture. Mais ce n'est pas le seul facilitateur. Les assureurs ont été également facilitateurs, certains assureurs ont proposé des contrats d'assurance sur mesure pour ce type de pratique. Ici, on est tout à fait dans l'économie de la fonctionnalité. Tout ce qui peut aider à ne pas acheter une voiture, mais acheter de la mobilité est une bonne chose. Ça va dans le sens de l'histoire, je dirais. On va en reparler juste après. Bien sûr, le pilotage des objets connectés de la maison, c'est-à-dire quand j'arrive à la maison, pouvoir, depuis ma voiture, déclencher éventuellement quelque chose dans la domotique, c'est aussi un sujet qui préoccupe les gens. Comme on est un tout petit peu en retard sur le programme, ouais. On parle plutôt de B2B. Oui. Qu'est-ce qu'on peut faire sur le B2B et quelles sont les différences de contraintes et les différences surtout de besoins des professionnels vis-à-vis de la voiture? Alors, les besoins ne sont pas du tout les mêmes. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le véhicule connecté en B2B, c'est quelque chose qui existe depuis longtemps, notamment via la gestion de flotte. Ça, je pense que tout le monde voit à peu près ce que c'est. Il s'agit juste de voir plus ou moins où sont les véhicules, savoir quand est-ce qu'on a besoin de faire les différentes opérations de maintenance. C'est ce qui nous rend bien service quand on utilise le service Uber, par exemple, ou tous les autres VTC. On voit les véhicules autour de nous et c'est assez pratique de savoir où ils se trouvent. Voilà. Il y a toutes les applications d'optimisation d'itinéraires de livraison qui, pareil, vont s'adosser à la capacité à géolocaliser en temps réel une flotte de camions. L'éco-conduite également. L'éco-conduite intéresse énormément les entreprises. J'ai eu l'occasion de travailler sur un projet pour la Poste en Belgique, où ils voulaient justement inculquer des bonnes pratiques à leur personnel, pas seulement pour faire des économies en termes de carburant,
mais faire des économies également en termes de maintenance, de réparation des véhicules, parce qu'évidemment, on sait bien que quand on ne conduit pas doucement, et souvent avec une voiture qui n'est pas la nôtre, on va devoir la réparer plus souvent. Ça risque d'arriver. Alors, des choses qui sont peut-être un peu moins connues, mais qui sont certainement je dirais les scénarios qui ont le meilleur retour sur investissement, c'est toutes les applications qui vont significativement améliorer la traçabilité des opérations de terrain. Il y a un certain nombre d'acteurs économiques dont le métier repose énormément sur des travailleurs itinérants, sur des ressources qui sont dispatchées un petit peu partout, et ils ont une très mauvaise visibilité de ce qui se passe. Et tout ce qui va permettre de remonter en temps réel tout ce qui se passe sur le terrain, ça va augmenter énormément la productivité, ça va permettre de lutter contre certaines fraudes. Un exemple que j'ai eu l'occasion de rencontrer, c'est les chauffeurs de taxi de certaines sociétés qui font des courses et qui font des courses au noir pour eux-mêmes, alors qu'ils ont le taxi de leur société. Ça n'arrive jamais, ça. Non. Voilà. Il y a des sociétés de taxi qui sont venues nous voir pour justement mettre en place des dispositifs qui allaient leur permettre de détecter ces choses-là, mais également des livreurs de ciment avec les bétonnières qui allaient livrer quelques mètres cubes à droite à gauche avant d'aller livrer les clients. Le contrôle des consignes. Là, c'est des zones de police en Belgique. Ils voulaient avoir l'assurance que gyrophares et sirènes n'étaient employés que là où ça se justifiait. Dispatch temps réel, et puis gestion des travailleurs itinérants, gestion sociale. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans certains domaines d'activité, comme le bâtiment en Belgique, vous avez l'obligation de rémunérer le temps que les gens passent pour aller jusqu'au chantier, mais vous ne pouvez pas le faire de manière forfaitaire, ça doit être au kilomètre. Donc il faut savoir combien de kilomètres les gens font, qui est-ce qui est dans la voiture. Voilà, donc on voit bien ici qu'on a un vrai besoin de visibilité, de traçabilité des opérations sur le terrain, et que le véhicule, en fait, il est au cœur de toutes ces opérations-là. Donc c'est vraiment le hub naturel pour venir collecter toute l'info. D'accord. On va parler rapidement des acteurs. Bon, tous les acteurs de l'automobile traditionnelle sont évidemment concernés par la voiture connectée et ils y travaillent. Mais ce qui est plus surprenant, c'est qu'il y a des acteurs qui n'ont rien à voir avec l'automobile à la base et qui se mettent à penser. Alors, il y a le fameux mythe de la voiture d'Apple, dont on parle en ce moment régulièrement et quasiment tous les jours pour savoir est-ce que Apple va sortir une voiture ou pas. Il y a de fort peu de chances qui n'ait pas réfléchi à cette hypothèse. Et donc, il y a de grandes chances que chez Apple, quelqu'un travaille sur ce sujet-là. Maintenant, on sait aussi que quand Apple sort un nouveau produit, il y a des signes avant-coureurs et qu'on met un peu de temps avant que ça sorte. Mais un acteur qui est déjà là, et vous avez d'ailleurs tous forcément remarqué qu'il y a une Tesla juste devant le salon, sur le stand de Kivivo, et Tesla est un des nouveaux acteurs comme ça. Évidemment, Google est aussi de ceux-là. Et probablement qu'il y en aura d'autres qui vont se lancer sur ce type de segment. En gros, est-ce qu'on peut un jour aboutir à ce que le premier fabricant de voitures connectées soit plus un des fabricants de voitures qu'on connaît? C'est tout à fait envisageable. On voit bien qu'on rentre dans des modèles qui sont radicalement différents. Si en plus on entre dans l'économie de la fonctionnalité, alors il y a un certain nombre, je dirais, de critères de vente qui sont bien maîtrisés par les constructeurs actuels, mais qui n'auront plus lieu d'être dans la voiture de demain. La voiture autonome présentée par Google, elle n'est pas très très belle. Mais elle n'est pas moche non plus dans l'absolu. Je parle de celle qui a une espèce de drôle de forme. Tout le monde voit la voiture de Google, je vais vous la montrer juste ensuite. Mais bon, elle ressemble pas, disons, à la voiture qu'on connaît actuellement. C'est ça. Elle casse les codes un petit peu. Et parce que justement, on n'est plus dans cette espèce de démarche de séduction avec laquelle les constructeurs sont habitués.
parce que ça n'a plus lieu d'être, c'est pas la voiture de quelqu'un. Ça devient un utilitaire. Alors, tu parlais de voiture autonome, du coup, j'en arrive là, puisque là, on est à peu près dans la partie où on envisage ce qui va être mis en œuvre dans le futur. Et le futur de la voiture connectée, c'est la voiture qui prend en charge le pilotage à la place de son utilisateur. Ouais. Alors là, sur l'image, on voit quelqu'un qui lit, qui peut lire le journal pendant que la voiture pilote. L'idée, c'est que ça arrive finalement assez vite, et pourtant, donc pareil, j'ai fait mes petites recherches tout à l'heure, et j'ai vu que finalement, il y a assez peu de gens qui sont demandeurs de cesser de conduire complètement. L'assistance dans les bouchons, c'est une demande qu'on retrouve assez souvent dans les panels, et des gens qui n'ont plus du tout envie de conduire, il y en a finalement assez peu, et des gens qui veulent payer pour ça, il y en a encore moins. Et du coup, on se dit, est-ce qu'il y a vraiment un marché pour une voiture autonome? Parce que personne ne veut de ça aujourd'hui. Toi, tu penses que les constructeurs en fait misent sur le futur et misent sur un monde où en fait on fera juste autre chose en voiture? Alors, j'ai un peu de mal à répondre à la question. Personnellement, je fais partie des gens qui ne veulent pas conduire. Tu n'aimes pas conduire. Je n'aime pas conduire. Donc j'aurais préféré faire une session sur le vélo, par exemple, sur le vélo connecté. Du coup, toi, tu es plutôt preneur de ce type de voiture. Tout à fait. Voilà, tout à fait. Moi, je fais partie des quéderies des gens qui n'utilisent presque pas la voiture et qui n'aiment pas la voiture. Mais néanmoins, ce que je me dis, c'est que vu le nombre d'acteurs qui se lancent dans la voiture autonome, hein, que ce soit PSA via AK Technologies, Veolia et Safran, Uber, Google, je pense qu'ils ont déjà réfléchi à la question. Et ils sont à peu près assurés que c'est quelque chose qui va marcher, qui va fonctionner. Il se trouve que j'ai fait l'étude comparative en Amérique du Nord. Il y a déjà 60% des gens qui seraient prêts qui en voudraient une si elle était déjà disponible. Donc il y a un gros shift quand même en Europe de l'Ouest, puisque le 8% c'est l'Europe de l'Ouest, et 60% aux États-Unis qui sont déjà probablement aussi parce qu'ils l'ont vu sur les routes. Google en lance 150 de plus cette année, mais ils en ont déjà une vingtaine qui est en test sur route ouverte en Californie. Donc, est-ce que c'est parce qu'ils l'ont déjà vu circuler que du coup, il y a une appétence plus importante? C'est difficile de se positionner par rapport à quelque chose qui heurte à ce point, parce que c'est pas quelque chose auquel on s'attendait. Pour beaucoup de gens, le grand public, la voiture connectée, la voiture autonome, elle est arrivée comme ça d'un coup. Ça faisait un petit peu film de science-fiction. Et d'ailleurs, sur les 8%, ce qui serait intéressant de voir, tu parlais d'Europe de l'Ouest, hein, c'est d'avoir un chiffre entre plutôt Europe de l'Ouest, mais plutôt pays latins et pays nordiques. Je suis pas sûr qu'on aurait le même chiffre. Quelque chose me dit que les latins sont très attachés à leur voiture. Ça serait probablement pas très homogène. Ouais. Pour finir, en essayant de vous susciter quelques questions chez vous, on peut finir en essayant d'imaginer ce qui se passerait si on n'avait plus de voiture. Et pourquoi on n'a plus de voiture? Parce que finalement, la voiture que vous avez tous, vous avez levé la main, vous avez tous une voiture, vous l'utilisez que 4% du temps, et que la plupart du temps, donc, elle est arrêtée dans un parking. Et du coup, on peut se poser la question de est-ce qu'on a besoin tous de posséder une voiture à plein temps? Est-ce qu'on ne peut pas les partager? En fait, quand on achète une voiture, on achète une capacité de mobilité, en fait. C'est juste ça. Et donc, si on pouvait assurer aux gens que lorsqu'ils en ont besoin, ils ont une voiture disponible en quelques minutes, et bien le besoin de posséder l'objet pourrait s'évanouir. Alors, justement, ce qui est intéressant, c'est que comme on a commencé à estimer le temps d'occupation d'une voiture et puis l'argent que ça coûte de posséder une voiture toute l'année, c'est le deuxième poste de consommation des ménages après le logement. Il y a plein de services qui commencent à se lancer et à imaginer un service de déplacement
sur lequel on aurait juste à appuyer sur un bouton et à être transporté d'un point B, et qu'on n'aurait plus à se préoccuper de quelle est la voiture. Si c'est ça qui vient vous chercher, inquiétez-vous quand même un peu. Mais l'idée, c'est de dire, est-ce qu'on a besoin de prendre sa voiture pour se déplacer, ou est-ce qu'on veut juste être transporté d'un point A à un point B, et puis qu'on veut que la voiture disparaisse et qu'elle aille chercher quelqu'un d'autre si elle veut? La question qu'il faudra se poser également, c'est si de tels services sont réalisables et rentables, quel que soit le lieu. J'imagine que ce type de service, on le verra dans des environnements urbains. Périurbains peut-être, mais certainement pas en race campagne. C'est probable. Mais par exemple Uber, puisque en l'occurrence je vous parle de ça parce que Uber, c'est une des grandes visions long terme d'Uber. Et d'ailleurs, aussi étonnant que ça puisse paraître, le président d'Uber ne se cache même pas de dire que la principale chose qu'il cherche à faire, c'est d'éliminer les chauffeurs. Parce que c'est le plus gros poste de coût. Et que donc, s'il trouve un moyen de faire conduire les voitures toutes seules pour son service, en fait, ça sera juste 10 fois plus rentable. Et donc, ils investissent énormément donc, dans un centre de recherche qui se trouve à l'université Carnegie Mellon de Pittsburgh. Et ils ont payé tout un centre de recherche pour que les ingénieurs phosphorent sur cette hypothèse. Est-ce qu'on est capable de produire une voiture autonome, pas comme celle de Google qu'on vende aux gens pour se déplacer sans conduire, mais plus qu'on propose un service où chacun n'a plus besoin de posséder une voiture, mais que des voitures tournent de manière autonome, et quand vous en avez besoin, vous la sollicitez, elle vous transporte et puis elle disparaît. Et c'est un vrai changement de paradigme dans le déplacement personnel, parce que ce que tu dis, c'est qu'en fait, on a peur de pas être en mesure de se déplacer quand on a besoin, et puis du coup, on possède une voiture à plein temps alors qu'on l'utilise que 4% du temps. Et si on imagine qu'on a un service qui juste marche et qui vient nous chercher et qui disparaît quand on n'en a plus besoin, il se trouve qu'on évite tout un tas de problématiques qui sont pourtant des choses qu'on rencontre au quotidien, c'est-à-dire les embouteillages, on les vit plus, parce que des voitures autonomes, ça circule en permanence, ça se parle, ça se comprend, elles interagissent les unes avec les autres, et donc il n'y a plus jamais un événement imprévisible qui cause en général un embouteillage. Il n'y a plus non plus besoin de feux tricolores, puisque les voitures, elles se parlent, donc elles savent à quel moment exact une voiture va passer à un point, donc elles savent se croiser sans besoin d'un feu. Le feu, c'est pour les gens, finalement. Et puis, il y a beaucoup moins, ou voire plus du tout d'accidents, parce que si les ordinateurs sont infaillibles, comme on espère qu'ils le seront, dans ce genre de cas, il n'y a plus de bugs, il n'y a plus de collisions. Et le vélo. Mais s'il y a moins de voitures ou qu'il n'y a plus de chauffeurs, on peut réserver des voies pour les vélos, du coup. Je pense qu'on aura le droit, en tout cas si c'est Franck qui s'occupe de ça, on aura le droit de faire du vélo. Il faut. Après, par contre, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à mesure qu'on densifie les villes, il n'y a tout simplement pas la place pour avoir des voitures qui transportent qu'une seule personne. Ça se voit dans les villes en Inde ou dans certaines villes en Chine. Les gens se déplacent beaucoup en vélo. Pourquoi? Parce que ça prend peu de place. On peut mettre beaucoup de gens. Accessoirement, c'est moins cher. C'est pas cher aussi. Non, mais c'est un impact. Hein. Mais lorsque vous avez des centaines ou des millions de personnes qui se déplacent tous les jours, que chacun est dans sa voiture tout seul, ça prend de la place. C'est ça. Et en parlant de place, si on a des voitures autonomes, ouais. On n'a plus besoin de parking non plus. Non. Donc on peut construire des logements à la place des parkings. Voilà. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a certaines villes, comme à Genève par exemple, qui proposent des logements moins chers parce que dans certains immeubles de construction récente, normalement, à Genève, comme dans beaucoup d'autres villes, en fait, il y a obligation, dès lors qu'on fait une nouvelle construction, de prévoir des parkings. Du stationnement. Voilà, deux places par logement. Ça coûte cher. Donc un moyen de réduire les coûts, c'est de faire un immeuble sans parking. Mais par contre, pour avoir le droit de faire ça, il faut que les propriétaires s'engagent à ne pas acquérir de voiture. D'accord. Et l'idée, c'est que le revers de la médaille de ce genre de démarche, c'est aussi que il y a plein de métiers qui vont disparaître. C'est immanquable. À chaque fois qu'on change de paradigme, change de société, il y a forcément des bouleversements et des impacts sur l'économie et sur le travail. Alors, j'ai cherché un petit peu, j'ai trouvé des chiffres aux États-Unis qui sont assez parlants. Il y a 1 million de gens qui travaillent dans l'industrie auto aux États-Unis,
donc qui, eux, si on se met à produire via d'autres acteurs, moins de véhicules, et des véhicules qui requièrent des compétences totalement différentes, il y a probablement une bonne partie de ceux-là qui vont devoir changer de métier ou perdre leur emploi. Et il y a 6 millions de gens qui sont au moins touchés indirectement, c'est-à-dire des chauffeurs de quelque chose, que ce soit de bus, de taxi ou autre chose. Et on pense aussi aux industries du pétrole, etc. Parce qu'on n'en a pas beaucoup parlé parce qu'on n'avait pas le temps, mais ce changement de paradigme, il s'accompagne aussi de la transition vers une voiture électrique. Donc forcément, toute l'industrie pétrolière, etc., elle est également touchée par ce phénomène. Oui, enfin, l'industrie pétrolière investit beaucoup dans l'électrique. Donc je pense qu'ils seront ils sont pas malheureux sur leur patte. Dernière question avant qu'on boucle, il nous reste 2 minutes, et après on va prendre une ou deux questions. Est-ce que le principe même de l'assurance basé sur la mutualisation des risques et du fait qu'on paye tous une quote-part assez égale pour assurer l'accident de l'un ou de l'autre des personnes qui sont dans la pièce, par exemple, est-ce que ça, c'est voué à disparaître parce qu'un capteur va individualiser le risque de chacun? C'est une bonne question. Je ne sais pas exactement dans quelle direction. Quel est il est probable. Pour moi, ça ne sera pas seulement les assurances qui vont devoir ici décider. C'est aussi une question de société. Et c'est pas simple du tout parce que dans l'interne des objets, il y a une chaîne de valeur très complexe. Être capable de trouver la responsabilité en cas d'accident. Et encore plus quand on a une voiture autonome. C'est-à-dire que oui, tout à fait. Ouais. Avec une voiture autonome, qui est-ce qui est responsable s'il y a une collision qui se produit? C'est la personne qui a écrit la ligne de code qui est en cause dans le programme de l'une ou de l'autre des voitures. Ça peut être ça, ou la personne qui n'a pas fait la mise à jour, ou il y a énormément de choses. Et la complexité est telle, on peut se demander si les tribunaux auront la capacité à discerner en fait, et à établir les responsabilités. Alors, tu parles de mise à jour, je termine ça avec une anecdote. Est-ce que quelqu'un a entendu parler de l'histoire des Tesla qui prenaient feu? Non? Voilà. Il y avait une histoire il y a plusieurs mois, les Tesla, le Roadster, prenaient feu pour une raison inexpliquée. Ils se sont aperçus que en fait, c'était parce que le châssis était trop bas et que les routes américaines n'étant pas extrêmement bonnes, parfois ça faisait des étincelles, et comme il y a des batteries et que ça prend feu, et ben forcément c'est pas hyper pratique, surtout pour une voiture à 60 000 €. Et ils se sont aperçus de ce problème de hauteur de châssis, et ils ont déployé une mise à jour du firmware de la voiture, et ils ont mis à jour le logiciel des voitures permettant de corriger l'assiette et la hauteur du châssis. Et ils ont complètement corrigé le problème. Comme je disais, un constructeur traditionnel aurait juste rappelé tous les modèles, en fait. Exactement. Le monde devient numérique. C'est ce que je disais au début, en fait. Et c'en est un exemple assez exceptionnel. Ok, je crois qu'on a terminé. On me fait des grands signes derrière, donc tu peux venir récupérer la place. On a terminé. Merci beaucoup en tout cas d'avoir été avec nous. Merci. Et puis à tout à l'heure sur le salon quand vous voulez.